La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission dédiée à la maternité et à la parentalité sur Radio Grand Lac. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. En plus, la météo devient un peu plus douce et dans le studio, il y a déjà les décorations de Noël qui sont installées. Moi, j'adore Noël, donc c'est vraiment un moment assez féerique qui commence à se préparer et c'est super. J'espère que vous le vivez comme moi. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est très très important, qu'Elodie a déjà commencé à introduire. Il s'agit des violences éducatives ordinaires. Pour vous en parler, donc dans une première partie d'émission, je vais prendre des exemples assez précis pour que vous puissiez voir en fait qu'est-ce que ça concerne comme situation de la vie et quelles sont finalement la définition qu'on pourrait en faire. Et en deuxième partie d'émission, on aura le plaisir d'avoir à l'antenne Fabienne Tolois, qui est membre de l'association Stop VEO et qui va pouvoir nous parler plus en détail de l'enjeu en fait de prendre en compte les violences éducatives ordinaires. Et en dernière partie, j'essaierai de vous donner une liste assez complète de toutes les ressources auxquelles vous pouvez faire appel pour pouvoir vous soutenir dans ce chemin-là. Une violence éducative ordinaire, donc on va aller au cœur du sujet. C'est quelque chose en fait qui touche tout le monde. C'est pas que pour les parents cette fois-ci, parce que ça vient toucher l'enfant qu'on a été, comment nos parents ont agi avec nous, et si on est à nouveau parent, le parent que l'on est aujourd'hui dans cette relation avec notre enfant. Pour cet exemple précis, je vais m'inspirer de Catherine Dumonteil-Crémer, qui est à l'origine de la parentalité créative, qui est déjà un courant qui m'a beaucoup soutenue dans la compréhension de mon enfant, mais aussi dans comment on éduque à deux notre enfant. Donc ça, Catherine Dumonteil-Crémer, c'est déjà une ressource que vous pouvez aller observer. Dans un de ces exemples, elle parlait forcément de quelque chose que, en tant que parent, on a peut-être tendance à faire, c'est de mettre notre enfant au coin ou à l'isolement, ce qu'on appelle le time out, où on va envoyer l'enfant dans sa chambre dans une situation qui nous a mis vraiment dans une colère pas possible. Par exemple, on pourrait prendre un parent qui pourrait dire que mon enfant m'énerve. Il veut tout, me sollicite sans arrêt. Il veut. J'ai beau dire non ou stop. Tout de suite après, c'est la colère, c'est les pleurs, c'est la crise. Et je me sens tellement à bout de cette situation qu'à un moment donné, il y a une explosion et il y a le « va dans ta chambre, je ne veux plus te voir, tu es insupportable, je n'en peux plus de toi ». Là, on entend que du coup, le parent est très en colère, très énervé par rapport à l'attitude de son enfant. Et du regard de l'enfant, on imagine un enfant qui sollicite beaucoup son parent, qui aurait besoin d'attention, qu'on s'occupe de lui, qu'on réponde à ses demandes. Et donc, on peut observer vraiment ce déséquilibre dans la relation entre le parent et l'enfant. Ce qui vient, c'est que ce qu'on peut observer là-dedans, c'est la colère de l'enfant qui va peut-être réveiller chez nous notre propre colère. Moi j'appelle ça notre dragon intérieur qui d'un coup, parce que là je suis dans un environnement où il y a une explosion de colère de la part de l'enfant, moi aussi je suis envahie de colère et du coup je vais décharger cette colère, cette émotion intense que je ressens à l'intérieur de mon corps en lui disant va dans ta chambre, en déchargeant, en lui disant qu'il est insupportable, qu'il est pas comme il devrait être finalement, peut-être en prononçant des mots comme qu'il était méchant ou vilain, et finalement cette décharge là de mots en direction de l'enfant, elle participe à une espèce de régulation de ma colère. Parce que généralement, une fois qu'on a bien déchargé, ce qu'on observe, c'est que ça va un peu mieux. Voilà, j'ai comme un peu vidé mon sac. Voilà. Mais là maintenant, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que c'était assez violent comme réaction et comme attitude. On est dans une violence verbale et donc, première définition, une violence éducative ordinaire, ça englobe quoi? Ça englobe une violence verbale, qu'on dit de psychologique. À un moment donné, je vais être en train de peut-être crier sur mon enfant,
de l'injurier, de le rabaisser, de l'humilier, de lui faire peur, et je vais peut-être être amenée à l'isoler. Ce qui se passe là en parallèle, c'est que du coup, ce parent-là, en agissant comme ça, et en isolant son enfant, il n'est pas du tout en train de répondre aux besoins fondamentaux de son enfant, d'être pris en charge sur la notion affective. Parce que là aussi, l'enfant, lui, ressent plein d'émotions. Il se sent complètement débordé et lui aussi, il a explosé de colère, de pleurs, peut-être même qu'il s'est roulé par terre. Et donc là, on est dans l'enfant exprime clairement un besoin, en fait, que en tant qu'adulte, on n'arrive peut-être pas à comprendre et à voir, mais il est en train d'exprimer quelque chose, un besoin d'affection, un besoin de protection, et peut-être d'être rassuré. Donc, dans ce tableau que vous voyez ici, l'adulte a fait preuve de violence éducative ordinaire parce que dans sa façon de gérer cette situation-là, il y a eu des conséquences sur l'enfant à vertu éducative. Si je le mets au coin ou si je lui dis d'aller dans sa chambre, c'est parce que j'espère qu'il va réfléchir et qu'il va comprendre que c'était pas bien. Voilà, ça c'est vraiment une notion importante. À chaque fois, il y a quelque chose qui a pour vertu éducative. Pourquoi on en arrive là ? Et ça c'est hyper important, c'est qu'on ne peut pas s'intéresser au sujet des violences éducatives ordinaires juste en prenant en compte le parent et son enfant. Vous me connaissez, j'adore le regard systémique et là-dedans, c'est un regard qui est absolument nécessaire. Parce que si l'adulte réagit comme ça à ce moment-là, c'est peut-être, je dis bien peut-être, que parce que quand il était enfant, il avait vécu aussi cette situation-là. Peut-être que quand il était enfant, ses émotions d'enfant dérangeaient ses parents. Et que parce que ça dérangeait ses parents, l'enfant qu'il a été mis au coin, a été isolé, peut-être même beaucoup plus grave, a été enfermé dans le noir dans un placard, ou ce genre de pratique qui avait lieu il y a encore 30 années en arrière. Donc ça déjà, c'est à prendre en compte, parce que c'est déjà aux origines de pourquoi un parent va agir comme ça avec son enfant. Revenir à quel enfant on a été et comment ont été nos parents avec nous-mêmes. Peut-être aussi que nous avons peur de notre colère parce qu'on nous a pas appris à la gérer sans violence. Là, la façon qui a été utilisée, ça a été de décharger et de faire mal avec des mots à l'enfant. Et ça, c'est ce qu'on nous a montré quand nous-mêmes on était enfants. Nos parents pouvaient décharger des mots très durs, très violents sur nous. Donc on a appris, parce que l'être humain apprend en observant et en reproduisant, que pour gérer sa colère, la façon de faire, c'était d'utiliser des mots comme une sorte d'arme et d'être dans cette violence envers celui qu'on considère notre agresseur. Donc on est dans cette relation de agresseur et d'agressé. La conséquence de tout ça, c'est que déjà vous commencez certainement à la comprendre, c'est que si on ne fait rien, on continue de transmettre cela à notre enfant qui, lui, quand il deviendra grand, ce sera aussi sa norme. Ce sera comme ça qu'il considérera qu'il faut agir avec les personnes si elles ne répondent pas à une attente, à un besoin. J'en viens à la violence verbale ou physique. Parce que c'est le modèle dans lequel l'enfant a grandi. Autre chose, c'est que en conséquence, ça peut avoir lieu à une confiance en soi ou une estime de soi dégradée. Parce que regardez, quand nous étions enfants et que nos parents étaient reproduisaient le même schéma de nous crier dessus ou de nous faire de s'énerver sur nous, de nous des fois avoir des violences physiques sur nous-mêmes. Qu'est-ce que l'enfant ressent à ce moment-là ? Il ressent certainement de la peur, de la honte et plein d'autres émotions. Mais donc du coup, il y a comme quelque chose qui vient s'ancrer. Ce qui fait qu'après, nous, adultes, quand on ressent à nouveau cette émotion-là de colère, même si c'est inversé, cette fois-ci on a le rôle du parent, il y a comme une superposition en fait de l'enfant qu'on a été qui revient là à aujourd'hui et qui ressent à nouveau la peur et la honte par rapport à l'émotion que je ressens. Parce que petit, on m'a pas appris
à gérer mes émotions. Ce qu'on m'a appris, c'est plutôt que je ne fonctionnais pas correctement. Et donc, j'ai peur de ce que je ressens parce que qu'est-ce que je fais de cette colère ? Je peux avoir peur de qu'est-ce que je vais en faire en fait. Peut-être que vous avez peur de passer à un niveau supérieur de violence. Et certainement aussi la honte, parce que qu'est-ce que dirait le voisin ou l'autre personne de mon comportement ? Parce que j'ai conscience, j'ai ma petite voix intérieure des fois qui me dit c'est pas bien ce que je fais, mais en même temps, moi c'est comme ça que j'ai grandi. Donc voilà, j'essaye d'avancer dans cet équilibre-là. Donc c'est assez difficile de pouvoir être un parent non violent en ayant nous-mêmes vécu des violences éducatives ordinaires. On voit aussi dans cet exemple qu'il y a une relation qui est asymétrique par rapport à l'adulte et l'enfant. L'adulte est en supériorité par rapport à l'enfant. Il y a une espèce de prise de pouvoir qui se fait parce que l'adulte va comme pouvoir dire tout ce qu'il veut, même aller à des gestes comme donner une fessée, comme gifler, des gestes violents. Et l'enfant, lui, reçoit ça de la part de sa figure d'attachement principale, la personne qu'il aime le plus au monde. Donc, ça va lui demander un courage énorme de se défendre. Et courage que, selon l'âge, il n'a pas du tout à l'intérieur de lui, ni cette conscience de je peux me défendre, je peux dire non, je peux dire stop. Lui, il reçoit ça de la part de la personne qu'il aime le plus au monde. Donc pour lui, ça s'ancre comme ok, ça c'est la normalité, la personne qui m'aime le plus au monde doit agir comme ça avec moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant ? Il y a une baisse en fait de l'estime de soi et de la confiance qu'il a en lui, parce que ses propres besoins ne sont pas nourris, ni entendus, et ni légitimés. Peut-être que on agit comme ça, que vous agissez comme ça avec vos enfants parce que vous pensez que les émotions, son comportement, ce n'est pas légitime, ce n'est pas acceptable, et que il fait du cinéma. Ça, c'est quelque chose qu'on a tout le temps entendu quand on était petit. Il fait son cinéma, c'est un caprice, en parlant d'un enfant qui est en train de traverser une colère énorme et qui se roule par terre ou qui tente d'exprimer quelque chose. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que la relation, elle est asymétrique. Elle est aussi asymétrique à un plan, c'est-à-dire que l'adulte, lui, il est censé être capable de dire ce qu'il ressent, de voir que l'autre ne va pas bien et de l'écouter, de nommer ce qu'il se passe, les faits, et d'aider et soutenir l'autre personne. Donc là, le terme que je vais utiliser et qui est important de comprendre dans les violences éducatives ordinaires, c'est que l'enfant face à l'adulte, il est en situation de vulnérabilité. Parce qu'il n'est déjà pas capable de se défendre. Mais en plus de ça, c'est que son cerveau n'est pas arrivé à une maturation complète de 100%. La maturation complète à 100% du cerveau humain, elle a lieu à l'âge de 20 ans pour les filles et à 25 ans pour les garçons. C'est pour remettre un petit peu en perspective que de 0 à 20 ou 25 ans, le cerveau humain est en construction. C'est-à-dire que toutes ces compétences qu'on pourrait attendre de l'enfant pour pacifier les relations, d'exprimer ce qu'il ressent, d'exprimer ce qui ne va pas bien, de dire ce dont il aurait besoin, de trouver des solutions ou de trouver une stratégie pour répondre à son besoin, eh bien c'est comme si c'était écrit en cours. Voilà. Alors que chez l'adulte, c'est censé être écrit 100%, achevé. Donc, de par cela, cette relation, elle est profondément asymétrique entre l'adulte et l'enfant. Quand l'adulte prend en compte le besoin de l'enfant, qui, par exemple, dans l'exemple de tout à l'heure, était « j'ai besoin d'attention, j'ai besoin que tu t'occupes de moi, j'ai besoin que tu m'aides à faire quelque chose ». Si ce besoin, il est nourri, alors l'enfant grandit avec cette sensation, en fait, intérieure que mes besoins sont nourris, compris et reconnus. La conséquence, c'est que c'est un enfant qui va grandir en se sentant entendu, comblé, confiant et avec une belle estime de soi. L'estime de soi, elle est importante. Et c'est quoi l'estime de soi ? C'est de dire « je suis aimé, je suis capable, je suis joyeux ».
Et là, si vous avez besoin d'approfondir le sujet, je peux vous inviter à regarder ce film de Vice Versa, dans lequel, notamment le numéro 2, on voit très bien à quoi correspond l'estime de soi de Riley. Et quand elle perd cette estime de soi à l'adolescence, on voit que son comportement change complètement et prend place à l'anxiété et puis aussi à des décisions qui l'amènent à des situations très difficiles à gérer. Donc ça, c'est important d'avoir conscience que finalement, la seule chose qu'on peut souhaiter à notre enfant, qui est un être humain, c'est qu'il puisse grandir avec une bonne estime de soi. Donc si je dois résumer, comment on pourrait définir les violences éducatives ordinaires, ce ne sont pas que des actions, c'est déjà de prendre en compte que les violences éducatives ordinaires, elles font appel à un duo qui est le parent, l'adulte, avec l'enfant, parce qu'on verra que ça s'exprime dans d'autres sphères familiales, en dehors de la sphère familiale. C'est donc l'adulte avec l'enfant et le petit enfant qui a été l'adulte et les parents qu'il a eu et l'enfance qu'il a eu. Vous voyez, ça c'est déjà le système. Maintenant, ça se matérialise comment ? Ça se matérialise par des actions qui sont soit des violences psychologiques, comme crier, se moquer, rabaisser, menacer, culpabiliser, faire peur, isoler, humilier ou injurier l'enfant, et aussi des violences physiques. Pincer, gifler, donner une fessée, donner des coups, secouer, tirer des cheveux, des oreilles ou des parties du corps de l'enfant, ce sont des violences physiques. Donc on est dans une action, et cette action, qu'elle soit verbale ou physique, elle a un caractère éducatif. À chaque fois, le parent est convaincu qu'il fait bien parce que il souhaite que l'enfant puisse obéir et grandir. Et elles sont ordinaires parce que ce sont des violences qui sont du quotidien, qui sont normales. Elles sont normales parce que le parent a grandi avec ce modèle-là aussi. Et que lui, quand il était enfant, il a aussi vécu des violences éducatives ordinaires. Et c'est donc un héritage, quelque part, qui est à la fois culturel et générationnel. Et donc, quand on s'intéresse à ce que c'est qu'une violence éducative ordinaire, finalement, on est amené à mener une réflexion sur, ok, c'est quoi votre histoire durant vos 20 premières années? Parce qu'il n'y a pas que la petite enfance, il y a aussi l'adolescence. Et on sait combien, en tant qu'ado, on a pu être difficile avec nos parents et qu'il y a eu beaucoup de violences qui se sont peut-être accentuées à ce moment-là. Et c'est aussi sur plusieurs générations qu'il faut s'intéresser au problème. Il ne faut pas oublier qu'on vient d'une époque qui est loin et à la fois pas si loin que ça, où il était normal qu'un homme batte sa femme. On était dans des violences physiques, des sévices physiques de l'un à l'autre. Donc, dans cette réflexion globale, ce qui est important du coup, c'est de regarder, ok, d'où vous venez ? Quelle est votre histoire ? Quel est le chemin que vous avez parcouru depuis votre naissance ? Et puis, quel est le chemin que vous allez parcourir maintenant en tant qu'adulte et en tant que parent, en ayant conscience de ce fait-là, des violences éducatives ordinaires. On parle d'un droit au respect, on parle d'un droit à la dignité et de considérer les enfants de la naissance jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Moi, je considère adultes à 20-25 ans, quand ils sont vraiment à une maturité cérébrale de 100%, comme des êtres humains. Et ce n'est pas parce qu'ils sont vulnérables qu'ils n'ont pas le droit à un respect et pas le droit à une dignité. Et ça vient être appuyé par un discours qui est très important, c'est la loi. Il y en a beaucoup encore qui l'ignorent parce que j'ai de nombreux témoignages de parents qui viennent parfois me dire que ils ont eu recours à la fessée ou à lui mettre une douche froide ou bien alors à le taper ou l'isoler dans un placard, l'enfermer dans un placard parce qu'il était insupportable et que c'était plus possible. Eh bien, sachez qu'il y a simplement la loi qui nous protège de tout ça. En 1989, il y a eu un regroupement des Nations Unies pour signer un traité qui s'appelle la Convention internationale des droits de l'enfant. À la suite de cette convention, les pays devaient prendre chacune des mesures
propres au pays pour faire respecter cette convention de protection des droits de l'enfant. Sachez qu'en France, ce n'est qu'en 2019 que la loi est apparue. Cette loi, vous la retrouvez dans la page 12 du carnet de santé de votre enfant. Je suis sûre que la plupart de vous ne le savent pas. Ouvrez le carnet de santé de votre enfant à la page 12 et regardez ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique et psychologique. Aujourd'hui, des pays membres des Nations Unies, il n'y a que les USA qui n'ont toujours pas pris d'initiative de ce côté-là. Et comme je disais, les violences éducatives ordinaires, elles n'ont pas lieu que dans le cadre familial. Elles ont lieu à la maison, elles ont lieu à la crèche, elles ont lieu dans une activité sportive, elles ont lieu dans des activités extrascolaires, à l'école, dans des centres de loisirs, dans le circuit médical. Donc vous voyez à quel point en fait on parle pas juste d'un nouveau mouvement de parentalité. On parle de quelque chose d'hyper important puisqu'il nous touche tous. Il touche la façon dont on a nos relations en fait avec les autres, que ce soit les adultes ou les enfants, puisque les enfants prennent modèle sur les adultes. Et on va plus amener un regard sur des relations qui soient pacifiées, des relations qui amènent au respect et à la connexion ensemble. Et c'est ce qu'on va pouvoir approfondir dans la suite de l'émission. On va faire une courte pause musicale et ensuite on aura la chance de pouvoir discuter avec Fabienne Taulois, qui est donc membre de l'association Stop VEO pour violence éducative ordinaire. Vous êtes sur Radio Grand Lac, restez avec nous. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Merci d'être toujours à l'écoute dans votre émission dédiée à la maternité et à la parentalité. Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet qui est très important, qui est les violences éducatives ordinaires. En première partie d'émission, on a vraiment été voir que c'est quelque chose qui touche absolument tout le monde, qui est du quotidien. Et donc si jamais vous prenez l'émission en cours de route, sachez que vous pourrez retrouver toutes les émissions sur la plateforme de réécoute YouTube, sur la chaîne de Radio Grand Lac. Et donc voilà. Et donc là maintenant, j'aimerais juste vous amener dans un échange avec Fabienne Taulois, qui est formatrice petite enfance, accompagnante en parentalité et qui intervient dans 2 associations. La première dont je vous ai déjà parlé, donc Stop VEO, Enfance sans violence, et la deuxième, c'est les maltraitances, moi j'en parle. Bonjour Fabienne. Bonjour Pauline, et merci de m'accueillir. Je suis ravie de t'avoir quelques minutes à l'antenne pour que tu puisses nous parler en fait de quels sont les enjeux en fait de s'intéresser aux violences éducatives ordinaires. Alors les enjeux, moi j'en vois 4. Les enjeux, ça va être de stopper ces violences éducatives ordinaires parce que d'abord il y a un enjeu vital, c'est qu'aujourd'hui en France il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups dans son foyer. Donc ça, c'est un chiffre de 2022 de l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une urgence vitale. Le deuxième enjeu, je dirais que c'est un enjeu de santé publique. On sait que pour bien se développer, pour grandir et s'épanouir de manière équilibrée, un enfant, il a besoin de sécurité. Et les violences éducatives ordinaires, en fait, elles vont avoir des conséquences sur le développement de l'enfant. Donc, évidemment, si on est sur de la violence physique, il peut y avoir des lésions en cas même de petites tapes. Un enfant, il est vraiment en plein développement, donc une petite tape sur le poignet, le poignet il est fragile, il y a des tendons, ils sont en développement et ça a un impact qu'on connaît aujourd'hui en fait. Oui, bien entendu. Voilà. Donc après, il va y avoir aussi des conséquences, je dirais, psychologiques et émotionnelles, parce qu'en fait, la violence, quand un enfant est exposé à de la violence, ça va le figer sur place et ça va le couper de ses émotions. Et donc, pareil, les effets aujourd'hui, les conséquences que ça peut avoir à moyen terme, long terme, l'Organisation mondiale de la santé
Public France se sont penchés aussi sur ces questions. Et ben, on sait que ça peut conduire à de l'anxiété, à de la dépression. Une chose qui est quand même certaine, c'est que ça va amener l'enfant à se construire avec un manque d'estime de lui-même et de confiance en lui. Après, un autre impact, ça va être aussi sur les apprentissages. Donc, on peut avoir des problèmes de mémorisation. Donc, il y a vraiment des enjeux qui restent invisibles, pour la plupart du public, en fait. Oui, absolument. Et c'est vraiment ce côté-là, parce que beaucoup de parents se disent, c'est bon, mon enfant va bien, il continue d'aller à l'école, d'avoir des copains, de jouer, et en fin de compte, on se rend pas compte à l'intérieur comment c'est pour notre enfant. Et souvent, c'est les signes d'anxiété, la mauvaise estime de soi, c'est très invisible, et c'est très difficile de déceler un enfant qui en fait manque d'estime de lui, parce qu'on s'intéresse rarement à qu'est-ce que tu penses de toi-même à son enfant. On lui pose pas cette question. C'est clair. Et puis en fait, comme ce sont des violences qui sont invisibles, et tout le monde aujourd'hui dans la société a pu connaître ce type de violence lui-même dans son enfance. En fait, on a du mal à évaluer l'impact. Oui. Et c'est quelque chose, ça va être du goutte à goutte. Oui. Donc ça peut avoir des conséquences à l'adolescence, à l'âge adulte. Et il va y avoir tellement de facteurs dans nos vies quotidiennes qu'en fait, on peut ne pas faire le lien entre ce qui a été vécu dans l'enfance, et comme tu disais que ces violences, elles ont été complètement banalisées, elles sont tolérées et invisibles, en fait, ça va être compliqué de faire le lien de cause à effet, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore, c'est un champ de la recherche qui est peu investigué. Donc voilà, donc il y a vraiment des conséquences sur le développement de l'enfant. Et après, je dirais que s'il y a aussi un enjeu économique, puisque s'il y a des conséquences sur la santé, il va y avoir une prise en charge qui va avoir un coût collectif. Donc réduire la violence, on peut se dire que ça peut avoir un impact sur les dépenses de santé. Et je dirais que le dernier enjeu, c'est vraiment un enjeu de société. C'est un enjeu de le respect des droits de l'enfant. Il y a une semaine, le 20 novembre, on a fêté les 35 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et en fait, la France, elle a ratifié ce traité en 1990. Donc, ça fait déjà un certain nombre d'années. Et dans la Convention internationale des droits de l'enfant, on met en avant la vulnérabilité de l'enfant. Et la question qui se pose, c'est si on protège l'être humain à ce moment particulier de sa vie, ce moment qui est l'enfance, c'est bien qu'il y a une question de vulnérabilité. Et cette question, je dirais, du respect d'un être humain vulnérable, elle ne se pose pas qu'au moment de l'enfance. Elle va se poser à tous les moments où un être humain va être dépendant. Donc, quand on est hospitalisé, ça peut être à la fin de notre vie. Mais ce moment de l'enfance, en fait, on a une opportunité incroyable, d'aller vers un monde plus pacifié, parce qu'on va pouvoir, par l'exemple qu'on va donner à l'enfant. Donc, si on est dans un cadre où on va, régler les conflits sans violence, permettre à l'enfant d'être connecté à ses émotions, lui permettre de comprendre comment on participe au groupe, comment on contribue, et sans violence, en fait, c'est vraiment quelque chose de vital pour aller vers une société beaucoup plus apaisée. Et de ce fait, on est dans une démarche de prévention des violences futures. On va casser le cycle de la violence, on va sortir des rapports de domination, et on sait aujourd'hui, on peut faire le lien entre cette violence vécue dans l'enfance et la reproduction de cette violence à l'âge adulte. Donc notamment au sein du couple, notamment avec ses propres enfants, et puis plus tard des comportements au sein du groupe. Ça peut être dans la sphère professionnelle, dans la société. Ouais,
C'est hyper important ce que tu viens de dire, et c'est en ça que je disais que c'est un sujet qui touche tout le monde, et j'en viens à dire en fait c'est même une responsabilité et un devoir d'être humain tout simplement, vivant sur cette terre, que d'interagir avec l'autre dans le respect en fait de qui il est et dans le respect de qui je suis évidemment, mais d'être dans cette dynamique là, de sortir de ces rapports de force qui ont vraiment pris le dessus depuis des décennies voire des siècles, où règne plutôt l'autorité, la domination et la prise de pouvoir sur l'autre quel qu'il soit. Et ça c'est vraiment en t'écoutant, je comprends qu'en fait, si on veut changer le monde et la façon dont on prend soin les uns des autres, c'est dès l'enfance qu'il faut commencer, parce que dès l'enfance, finalement, on apprenait jusqu'à maintenant un modèle qui était la violence, en fait, à nos enfants, sans s'en rendre compte. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, je trouve quelque chose qui est fondamental, c'est qu'en fait, l'Organisation mondiale des Nations Unies, en 2015, elle a posé 17 objectifs de développement durable, qu'on devrait atteindre en 2030. Et en fait, dans ces 17 objectifs, ils visent à supprimer la pauvreté, à protéger la planète et puis à garantir la prospérité pour tous les habitants de la Terre, tous les êtres humains d'ici 2030. Et en fait, dans ces 17 objectifs, il y en a un certain nombre qui concernent les violences faites aux enfants. Et en fait, il y a 11 des objectifs qui ne seront pas atteints si on ne met pas fin à la violence que les enfants du monde entier subissent. Eh oui. Et il y a un chiffre qui est parlant, c'est qu'il y a un enfant sur deux dans le monde qui est exposé à de la violence. Donc de la violence au sein de sa famille, de la violence en cas de conflit. Et moi, ce chiffre, il a vraiment résonné pour moi, parce que je me dis, ok, on parle de violence éducative ordinaire, ça commence dans la famille, mais en fait, ça agit par ricochet au niveau de la société et au niveau de la planète. Donc, il y a vraiment un enjeu qui démarre à l'échelle de chaque famille, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose, comme tu le disais, qui en réfère au respect, à la dignité de l'être humain. Ouais. Ah oui. Eh ben merci pour ce témoignage, c'était vraiment très soutenant pour moi de t'avoir là. En plus, donc Stop VEO organise des formations auxquelles tu participes, n'est-ce pas, puisque tu es aussi formatrice. Donc c'est une porte ouverte aussi à ceux qui veulent en savoir plus, d'aller se documenter sur le site internet de Stop VEO, et aussi éventuellement à des professionnels, puisqu'on a dit que les violences éducatives ordinaires, elles avaient aussi lieu dans des environnements comme à la crèche, comme à l'hôpital, chez le médecin, dans le système scolaire et dans les activités sportives. Donc ce sont aussi des professionnels qui peuvent venir se former pour essayer de faire passer les messages autrement que par la violence, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En fait, effectivement, moi je forme des professionnels, les professionnels du périscolaire, les professionnels de crèche. Et en fait, c'est vraiment l'idée, c'est d'avancer collectivement, de réfléchir, de prendre conscience de ces violences qui sont invisibles, en fait, qui sont vraiment banalisées parce qu'on les voit pas, et souvent parce qu'on comprend pas, on connaît pas les conséquences. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter un éclairage là-dessus, et les professionnels, notamment les professionnels de la petite enfance qui vont être en lien avec les parents, elles peuvent aussi être un relais sur des pratiques qui vont être beaucoup plus appropriées pour le bien-être de l'enfant. Donc c'est vraiment pour cette raison que Stop VEO focalise sur la formation des professionnels, mais on a aussi élaboré des outils pour les parents, des guides de secours qui sont
librement téléchargeables sur le site, Ouais. justement pour aussi avancer sur cette question au quotidien et savoir que faire quand on est en tension, par exemple sur les repas, au moment de la séparation des retrouvailles, les colères de l'enfant, pourquoi l'enfant se comporte comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'avancer collectivement sur cette question. Merci beaucoup Fabienne pour ton intervention et j'aurai sans doute peut-être le plaisir de te revoir à l'antenne pour aller plus loin sur ce sujet. Ce serait un grand plaisir et voilà, merci encore à toi. Merci Pauline. En tout cas, moi, c'était vraiment un grand plaisir que tu consacres une émission sur ce sujet qui vraiment est un sujet, moi, qui me tient à cœur et qui est vraiment un sujet de société majeur. Merci Fabienne. D'ailleurs, du coup, on va faire une courte pause musicale, mais après, on va poursuivre. Restez avec nous. Je vais vous donner justement des outils, des ressources pour qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a pris conscience de ces violences éducatives ordinaires qu'on a reçues en tant qu'enfant et qu'on est en train de transmettre en tant que parent, parce qu'il y a beaucoup de situations qui nous poussent à bout et qui sont difficiles à vivre. Et donc, ça va être l'objet de la dernière partie de l'émission sur Radio Grand Lac. Restez avec nous. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voilà de nouveau ensemble pour cette dernière partie d'émission consacrée aux violences éducatives ordinaires. Alors, j'avais envie de poursuivre du coup avec, on a parlé en première partie de voilà ce que c'était qu'une violence éducative ordinaire. Je pense que vous comprenez maintenant que c'est quelque chose du quotidien. Ce sont des réactions qu'on va avoir face à un enfant qui sont normalisées parce que c'est celles qu'on a reçues. Mais que finalement voilà, et le témoignage de Fabienne Taulois qu'on a eu tout à l'heure va dans ce sens en fait pour le bien-être de notre civilisation et de la direction qu'on a envie, qu'on souhaite d'évolution vers des relations pacifiantes. Il est important aujourd'hui de le regarder, d'avoir un regard nouveau, de prendre conscience que ça existe et que ce n'est pas ok que ça existe. Donc l'invitation, une fois qu'on a pris conscience de ok, c'est ça une violence éducative ordinaire, ça va être de prendre une responsabilité face à ça, ou une non-responsabilité. Voilà. En même temps, si ça vous parle pas et que vous avez envie de continuer sur ce modèle-là, ma foi, c'est votre choix. Mais en tout cas, quand il y a une prise de responsabilité qui va plutôt dans le sens de j'ai plutôt envie que ça s'arrête et j'ai envie de faire autrement, ça tombe bien, vous êtes sur la radio autrement. Mais ça va être de commencer par ok, votre histoire personnelle, l'enfant que vous avez été et le parent que vous êtes aujourd'hui. Ce sont ces deux axes auxquels on va pouvoir s'intéresser. Et la question, ça va être qu'est-ce que je fais de mon histoire ? Comment je vais pouvoir utiliser mon histoire comme un moteur pour me faire avancer vers une autre direction qui sera plus respectueuse de l'être humain qui est mon enfant. Quand on décide de prendre un chemin sans violence, il y a des choses qui vont être très faciles à mettre en place et il y a des choses qui vont être plus difficiles. Ce qui est complètement logique étant donné que si dans notre enfance on a nous-mêmes subi des violences éducatives ordinaires, notre cerveau a été programmé comme ça pendant 20 ans quasiment. Donc ça veut dire que on va devoir aller reprogrammer notre cerveau, lui proposer une autre façon de gérer une situation qui soit meilleure que celle qu'on a eue jusqu'à présent. Donc il y a des choses faciles à mettre en place comme arrêter de donner la fessée, de gifler un enfant, de l'insulter, de le traiter de méchant, de vilain, de le bousculer. Et donc ça, ce sont des statistiques qui viennent de la Fondation pour l'enfance qui a qui a fait une étude auprès de plus de 1000 parents pour essayer de sonder quel est leur rapport avec les violences éducatives ordinaires et comment ils se sentent par rapport à certaines choses. Et c'est vraiment un rapport qui est très long et complet sur tout l'impact que ça peut avoir. Et donc les parents étaient plutôt d'accord pour dire que c'était plus facile, voilà, d'arrêter de gifler, de donner une fessée, d'insulter ou de bousculer. Mais qu'est-ce qui était le plus difficile ? Et la première chose la plus difficile à faire, c'était crier.
Voilà. D'arrêter de crier, d'arrêter de priver l'enfant de quelque chose qu'il aime pour obtenir obéissance, d'arrêter de le punir, de le mettre au coin et de lui promettre quelque chose pour obtenir obéissance. Donc ça vous donne encore des pistes de qu'est-ce que c'est vraiment une violence éducative ordinaire. Quand on décide du coup d'arrêter ça et de vouloir faire autrement, moi je vous invite à célébrer et à montrer de la gratitude pour chaque petit pas de fourmi. Voilà. Chaque situation où vous aurez réussi à réagir un petit peu différemment qu'habituellement, ça se célèbre. Et c'est important. Parce que là, on vient remonter l'estime de soi-même. Le fameux je suis capable, je suis bienveillante ou bienveillant, ou je suis une bonne personne. Ça, c'est l'estime de soi. Eh bien, en mettant de la gratitude pour ce petit pas qu'on a fait, ça va nous soutenir en fait dans ce chemin qui peut parfois être un petit peu long. Donc, c'est de valoriser ces progrès, aussi petits soient-ils. D'accord ? Ensuite, ça va être de s'outiller. Parce que on va peut-être avoir besoin de ressources pour nous aider à faire autrement. Il y a des choses qui viennent très spontanément et qui vont nous inspirer, mais il y a d'autres choses où on va manquer d'idées parfois. Et donc, dans ces ressources, il y a les fameux kits de secours dont Fabienne a parlé tout à l'heure, qui sont des documents rédigés par les bénévoles de l'association Stop VEO, des documents qui sont ensuite relus et validés par des professionnels de l'enfance. Et donc là-dedans, vous allez retrouver dans ces guides de secours plein de situations où honnêtement quel parent n'a pas perdu pied et agi avec violence envers ses enfants. Par exemple, et ce que j'aime vraiment dans chacun des guides qui sont fournis, c'est qu'il y a à la fois une explication de comment fonctionne notre enfant, pourquoi il agit comme ça à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour lui. Donc quand on lit la fiche, on se sent déjà plus outillé en termes de connaissances, et ensuite il y a des trucs et astuces qui sont proposés pour nous aider, voilà, et nous donner des pistes de ok, comment je peux faire autrement ensuite dans l'action, puisque vous avez compris qu'une violence éducative ordinaire, c'est aussi un passage à l'action. Et donc, ce qui est très très chouette, c'est qu'il n'y a pas de courant éducatif spécifique dans ces fiches-là. C'est, comme dit Fabienne, des fois c'est un peu du bricolage éducatif. On vient prendre des choses qui viennent de cette personne, de ce courant-là, parce que ça nous parle en fait, tout simplement. Et donc après, on a un mélange, et ce mélange-là, ça crée notre parentalité. Donc, dans les types de fiches que vous allez retrouver, c'est pourquoi le sommeil de mon enfant semble chaotique. Et là, on va avoir une connaissance sur le sommeil, c'est une séparation. Donc, l'enfant, il va avoir un besoin fort de sécurité affective, un besoin d'être rassuré. Et finalement, c'est le rôle que vous avez à jouer auprès de lui. On va aussi avoir du coup plein d'astuces de comment je fais pour rassurer mon enfant et comment je grandis avec mon enfant dans la façon de le rassurer. Il va y avoir aussi pourquoi on peut se sentir désemparé face aux pleurs du nourrisson. Comprendre que les pleurs du nourrisson, c'est un moyen de communiquer et d'exprimer un besoin. Et que ce moyen d'exprimer un besoin, il n'est pas encore acquis au tout début quand on est nourrisson. Et donc là, vous avez quasiment 7 idées de comment faire autrement pour accompagner les pleurs du nourrisson. Notamment, il y a les ateliers de portage. Ça, c'est vraiment génial. Moi, je suis monitrice de portage, donc si vous avez envie d'aller plus loin avec cet outil-là, n'hésitez pas à faire appel à mes services ou à faire appel à une monitrice de portage qui se trouve à proximité de chez vous. Mon enfant m'a mordu ou il mord et il a moins de 4 ans. C'est important de préciser l'âge parce que ce sera pas la même gestion de la situation en fonction de son âge. Et donc là, vous allez découvrir qu'est-ce qui se passe pour l'enfant qui a mordu, l'enfant qui a été mordu, comment on peut réagir et surtout ce qui est chouette, c'est qu'il y a une affiche pour les professionnels. Alors, osez en tant que parent, si votre enfant se fait mordre à la crèche, d'apporter cette affiche en disant « Au fait, je ne sais pas si vous saviez que… » Parce que ça peut être une situation dans laquelle l'enfant va être victime de violences éducatives ordinaires de la part du personnel de crèche parce qu'il a mordu un autre enfant et que le personnel ne sait pas comment réagir avec bienveillance dans cette situation.
au supermarché. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Voilà. Mais il y a aussi les séparations, les retrouvailles, la salle d'attente, les colères de l'enfant et surtout les colères de l'adulte. Vous vous souvenez, ce que je vous ai dit, c'est que cette histoire des violences éducatives ordinaires, elle fait appel à l'enfant que vous avez été et le parent que vous êtes adulte. Donc tout n'est pas centré sur l'enfant, c'est aussi centré sur l'adulte. Et ça, c'est chouette. Les repas et les devoirs, parce que ça ne touche pas que les petits enfants, ça touche aussi les plus grands jusqu'aux adolescents où ça peut être compliqué. Donc vous voyez, ça c'est vraiment une ressource qui est très importante pour moi et je vous invite même à les imprimer, les plastifier et les mettre aux endroits stratégiques de votre maison pour que ça puisse vous soutenir dans les moments justement où la crise intervient, que votre œil puisse voir l'affiche et de vous dire « Ah oui, j'ai la possibilité de faire autrement ». Et ça va aussi, en tout cas moi ce qui m'a soutenu, c'est d'avoir des nouvelles phrases de qu'est-ce que je peux dire à la place. Exemple type. L'enfant vient dire « Maman, tu es méchante, je t'aime pas, t'es pas gentille, t'es pas une maman, voilà, je veux plus que tu sois ma maman. » Ok, c'est super. Là, en tant qu'adulte, on vient de s'en prendre plein la tronche par notre enfant et clairement, on se sent envahi d'une colère pas possible, on se sent peut-être manqué de respect, on se sent juste, en tout cas moi là, présentement, ce serait genre la maman dragon qui a envie de cracher son feu. Ce qui est une attitude normale quand on a grandi dans un environnement qui était celui-là. Et puis parce que aussi on s'est un peu fait agresser par notre enfant, tout de même. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Comment on peut réagir autrement? Spontanément, on a envie de lui dire « Ok, parce que c'est comme ça, tu vas dans ta chambre et je veux plus te voir. » On peut être tenté aussi de lui retourner le mot en lui disant « C'est toi qui es méchant, moi non plus, je veux plus être ta maman, et etc. etc. » À la place de ça, ce qu'on va faire, parce que clairement, nous-mêmes là en tant que parents, il se passe plein de choses à l'intérieur de nous en termes d'émotions. Ça va être de, par exemple, lui dire « Va dans ta chambre », c'est « On va faire une pause et on va en reparler au calme. » Parce qu'il s'est forcément passé quelque chose dans la tête de l'enfant pour que l'enfant nous dise ça. Et ça va être notre job. Comme si on était un peu un enquêteur à ce moment-là, c'est d'aller comprendre, ok, qu'est-ce qui a déclenché ces mots-là dans la bouche de mon enfant. Donc la pause, elle peut vraiment être nécessaire et c'est pas l'enfant qui s'exclut et qui va s'isoler dans un endroit, c'est on va tous les deux se calmer et on va faire une pause. Et peut-être que vous allez vous mettre à un endroit calme pour respirer un coup et vous accueillir. On en parlera après de comment on s'accueille. Ensuite, on pourrait donc être tenté de lui dire ne me parle pas sur ce ton. Et en fait, là, c'est plutôt d'aller, une fois qu'on a fait ce retour au calme, d'aller enquêter, comme je vous ai dit. Je comprends que tu es en colère, mais ces mots me font mal. Et ça, c'est la vérité. À la place de lui dire que c'est lui qui est méchant, qu'il est insupportable, on va peut-être plutôt lui dire « Je sais que tu es capable de me dire cela autrement ». Et là, vous voyez, on vient aider notre enfant qui n'est pas en capacité d'exprimer concrètement ce qu'il a vécu et ce qu'il n'a pas à lui dire, à nous dire ça. Et on va compter sur le fait qu'il est en train d'apprendre et qu'il est capable de nous le dire autrement et de nous expliquer qu'est-ce qui se passe pour lui. C'est en fait faire un pas de côté, être capable de descendre de ce rapport de force, cette asymétrie où l'adulte est plus grand et il a le pouvoir sur l'enfant. C'est de descendre, de mettre un genou à terre pour se mettre à sa hauteur et de dire « Ok, on va discuter de ce qui vient de se passer. Je vais te parler de ce que moi j'ai ressenti et ensuite j'aimerais vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe pour toi pour que tu puisses en arriver à dire ça. » Et ça, ce sont simplement les bases de la communication non violente. Parler de ce que je ressens pour ensuite être en capacité d'accéder à c'est quoi le besoin qui est pas nourri. Et ensuite d'avoir toutes ces formulations qui vont venir aider et soutenir en fin de compte la façon dont on va réagir avec notre enfant et le relationnel. Et comme je vous disais, ce qui va être important, c'est de s'accueillir soi-même. Parce que ça soit dans cette situation-là ou parce que pas de chance, on n'a pas réussi, on a encore crié, ou même on a donné une fessée à notre enfant, même si c'est interdit par la loi maintenant, on l'a quand même fait. Et s'accueillir soi-même, ça va être, au lieu de se dire « je suis nul, c'est ma faute, je mérite de souffrir pour ce que je viens de faire », et là finalement, je sais pas si vous entendez, mais c'est comme si c'est l'enfant qu'on a été qui est à nouveau dérangé par ses émotions et qui n'a plus de confiance en lui ni d'estime de lui. Ça va être d'avoir un autre regard et de se dire
oh, j'ai eu à nouveau la même réaction. Ça, c'est un fait. Comment je me sens? Je me sens peut-être découragée, ou peut-être autre chose. Peut-être que je vais avoir besoin de quoi? J'aurai besoin de soutien, en fait, et d'inspiration. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de ces besoins maintenant? Et en ayant ce dialogue-là, en fait, je suis dans l'écoute, dans la compassion et dans le respect de moi-même. Alors que dans l'autre version, j'étais plutôt dans la haine de soi, la honte et la dépréciation finalement de mes compétences, la dévalorisation de qui je suis. Et tout ça, vraiment, si vous avez envie de creuser et d'avoir des nouvelles phrases pour réagir autrement dans ces situations-là, pour moi, c'est l'apprenti girafe, qui est vraiment une mine d'or de mise en situation et ce parallèle de comment je réagis naturellement et comment je peux réagir autrement. Au-delà des phrases et des nouveaux comportements qu'on peut adopter, finalement, ce qui va être le plus soutenant, et c'est ce que je remarque, c'est de pouvoir se soutenir, en fait, entre parents. Parce qu'on a besoin, comme je vous ai dit, l'être humain, il fonctionne en observant pour apprendre. Donc on a besoin aussi d'observer des modèles qui vont agir avec bienveillance dans des situations où nous, on agit avec violence. Et ça va nous inspirer si on a déjà eu cette prise de conscience et qu'on a envie de faire autrement. C'est aussi de participer à des groupes de parole ou à des cafés des parents. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai commencé à mettre en place à Aix-les-Bains des cafés des parents pour que vous ayez ces espaces de parole où vous puissiez dire en fait ce que vous ressentez, que vous puissiez dire comment ça se passe pour vous et que vous ayez un environnement qui est non jugeant. Voilà, à aucun moment donné, ni moi, ni les personnes qui sont présentes dans la pièce vont se permettre de vous juger ou alors de vous conseiller de façon non sollicitée ou de vous dire ce que vous auriez dû faire dans cette situation-là. On va plutôt aller faire l'exercice qu'on vient de faire sur s'accueillir soi. Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Comment je me sens? En quoi ça fait appel? À quoi ça fait écho peut-être de mon histoire personnelle? Et quel est mon besoin finalement derrière? Et comment je peux mettre en place des actions pour nourrir ce besoin? Ça peut être aussi de la compréhension, de la connaissance sur qu'est-ce qui se passe dans une situation où j'ai réagi avec violence? Qu'est-ce qui se passe pour mon enfant? Puis qu'est-ce qui se passe pour moi? Pourquoi j'explose comme ça alors que j'essaye vraiment et je donne toute l'énergie à faire autrement? Et donc peut-être que là il y a un travail vraiment plus profond à faire au niveau de ce qui s'est passé dans l'enfance et donc ça c'est aussi dans ces cafés des parents qu'on arrive à discuter puis à aiguiller les adultes à aller à explorer en fait des pistes qui peuvent leur parler. Ce qui compte, c'est vraiment le chemin et c'est pas la destination ni le résultat. On a tendance à se focaliser sur objectif zéro violence, mais c'est comme un objectif qui est trop haut. Donc petit à petit, un pas après l'autre, on va pouvoir sortir de ces modèles de violence et aller vers de la bientraitance et de la bienveillance. Et surtout, c'est que on a un super pouvoir, c'est que même si on a fait preuve de violence et qu'on n'a pas du tout réagi comme on aurait aimé réagir dans cette situation-là, on peut revenir voir l'enfant après. On peut revenir et puis discuter de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Qu'est-ce qu'il aurait besoin là maintenant? Et puis, on peut demander pardon à son enfant. On a envie que nos enfants apprennent à dire pardon, mais en fait, pour qu'ils apprennent à dire pardon, il faut commencer à ce que l'adulte lui apprenne que lui aussi, il demande pardon. Et c'est parce que l'enfant commencera à recevoir des demandes de pardon qu'il commencera aussi à en donner lui-même. Demander pardon à son enfant, c'est vraiment ce qui va tout changer. Parce que nous, quand on était enfant et que on venait d'être giflé parce qu'on avait soi-disant pas fait ce qu'il fallait, nos parents ne nous demandaient absolument pas pardon. Et on continuait à grandir avec cette idée que on n'est pas capable, on n'est pas compétent, on n'est pas correctement ce qu'il faut. Donc, quand l'adulte vient nous demander pardon pour le geste qu'il a eu, ça vient comme renourrir un petit peu la confiance en soi, que finalement, on n'a peut-être pas fait quelque chose de mal. Et aussi, vous allez voir, en expérimentant cette demande de pardon avec son enfant, l'enfant va, à un moment donné, spontanément, vous demander aussi pardon pour son comportement. Parce qu'il va commencer à prendre conscience que, oui, peut-être que lui aussi, il a agi un peu avec agitation, ou alors que quand il a exprimé sa colère, il a conscience qu'il aurait pu le faire autrement.
Et on est dans le mimétisme. Donc c'est dans cette attitude-là qu'on arrive aussi à réparer des choses et à continuer à élever notre enfant, et dans le sens pas éducatif, mais dans le sens de la hauteur, lui permettre de vraiment aller dans une direction plus bienveillante envers lui-même et envers les autres. J'espère que voilà, cette émission vous aura plu sur les violences éducatives ordinaires et qu'elle aura permis de vous donner des pistes, des idées de comment faire autrement, et puis de mettre des mots sur peut-être votre quotidien. En tout cas, je terminerai vraiment cette émission sur ce qui compte, c'est le petit pas que vous avez déjà parcouru, de valoriser chaque petit pas et de vous accueillir vraiment. Vous êtes légitime dans ce que vous ressentez et dans ce que vous vivez, aussi légitime que votre enfant l'est. Je vous souhaite une belle poursuite d'après-midi sur Radio Grand Lac. À 16h, vous retrouverez l'émission de Camille et Julie, Place au possible. Et vous pourrez retrouver l'émission dans son intégralité sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, et puis sur le podcast Parents autrement, sur Spotify, sur Apple et maintenant sur Deezer aussi. Très belle journée à vous. Radio Grand Lac, votre radio.